Bonjour à toutes et à tous. Je suis le professeur Bezine Amin du service d'oncologie radiothérapique de l'hôpital militaire Mohamed V. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central dans la prise en charge du cancer bronchique localement avancé. Quand et comment intégrer la radiothérapie dans un parcours thérapeutique devenu de plus en plus complexe. Alors, pardon. Alors, en guise d'introduction, on va dire que le cancer du poumon représente environ 13% de tous les cancers, mais c'est la première cause de mortalité par cancer avec 22%. Alors, le cancer bronchique, c'est plusieurs entités. Alors, particulièrement, ce que nous, on voit plus dans notre pratique clinique de chaque jour, c'est le cancer bronchique non à petites cellules, qui constitue environ 85% de tous les cancers du poumon. Et parmi ces patients, environ un peu plus d'un quart représente déjà un stade 3, c'est-à-dire un stade localement avancé, et souvent inopérable. Alors, sur le plan survie, on observe une chute progressive selon le stade. Alors, on voit bien que les stades 1A1, par exemple, ont des survies à 5 ans supérieures à 90%. Mais au stade localement avancé, les survies tombent à 39%, par exemple pour les stades 3A, 25% pour le stade 3B et même 13% pour le stade 3C. Alors, ce qui est important, c'est que ces chiffres illustrent clairement l'enjeu majeur, c'est essayer d'améliorer le traitement des stades 3, des stades localement avancés, où la chirurgie n'est pas possible et où la radiochimiothérapie joue un rôle central. Alors, historiquement, le stade 3, c'est défini par trois critères principaux. Alors, d'abord, une extension locale importante avec atteinte de structures adjacentes, une atteinte ganglionnaire médiastinale, que ce soit en N2 ou N3. Alors, le N2, c'est une atteinte ganglionnaire médiastinale homolatérale. Le N3, c'est une atteinte contralatérale ou susclaviculaire. Bien entendu, c'est défini par l'absence de métastase à distance, c'est-à-dire que la maladie reste localisée au thorax, mais n'est plus chirurgicale dans la majorité des cas. Alors, avec la huitième édition de la classification TNM, certains points ont été précisés. Alors, par exemple, les tumeurs T3N1, autrefois classées à un stade 2, donc c'est des tumeurs de plus de 5 cm avec un ganglion hilaire N1, sont désormais actuellement classées stade 3A, même si les N1 étaient historiquement moins graves. Et on voit bien que les tumeurs T4, alors quelle que soit la catégorie ganglionnaire, sont automatiquement classées dans un stade 3, car elles traduisent une extension à des structures majeures comme le médiastin, le cœur, la carène ou encore la trachée. À droite sur le tableau, par exemple, on peut bien visualiser cette organisation. On voit bien comment le T2 ou T3 peut rapidement évoluer du stade 2 jusqu'au stade 3 selon l'envahissement ganglionnaire. Et dès qu'on atteint une classification T4, on entre rapidement dans les stades 3, surtout en présence d'un envahissement ganglionnaire assez significatif, un N2 ou un N3. Alors, le stade 3, c'est un groupe qui est extrêmement hétérogène, qui regroupe plusieurs situations cliniques très différentes, mais avec un point en commun, c'est que la maladie est localement avancée et souvent non résecable d'emblée. Alors, sur le plan pratique, on va distinguer trois scénarios possibles. D'abord, les tumeurs volumineuses, les T3 ou T4, souvent supérieurs à 7 cm, les envahissements médiastinaux, pardon, avec extension directe de la tumeur vers le médiastin, le péricarde ou les gros vaisseaux. Ces atteintes, vraiment, ils définissent immédiatement des tumeurs localement avancées. En cas d'atteinte ganglionnaire assez importante, N2 ou N3. Alors ça, c'est l'un des critères les plus importants pour définir le stade 3. Et c'est une maladie qui est souvent non opérable d'emblée. À ce stade, la chirurgie n'est indiquée que dans des situations très sélectionnées, quelques sous-groupes du stade 3A, mais dans la majorité des stades 3, relèvent plutôt d'une radiochimiothérapie ou d'une thérapie multimodale. Alors, à droite, par exemple, vous voyez des schémas qui représentent les trois sous-catégories du stade 3. Alors, le 3A a une atteinte limitée, parfois résécable, des fois, dans certains cas de N2 isolé. On a également le stade 3B avec une atteinte médiastinale plus importante, ou un N3. Enfin, le stade 3C, la forme la plus avancée, les stades localement avancés, souvent avec une tumeur T4
ou des adénopathies intro. Alors, lorsqu'on parle du stade 3 dans le cancer bronchique non à petites cellules, l'un des éléments les plus déterminants est le statut ganglionnaire médiastinal. Et c'est lui qui va permettre d'orienter la stratégie thérapeutique. Est-ce que ça va être une chirurgie ou ça va être une radiochimiothérapie ou quasiment une approche multimodale intégrant les trois moyens? Alors, cette diapositive rappelle que le staging médiastinal doit être systématique et idéalement réalisé par des techniques performantes afin d'éviter les erreurs de classification qui peuvent changer complètement la prise en charge. À gauche, par exemple, on voit les différentes stations ganglionnaires médiastinales et les modalités qui permettent de les explorer. Alors, l'idée clé, c'est que ces techniques, que ce soit l'échoendoscopie bronchique permettant une cytoponction, permettant quasiment une biopsie, que ce soit les médiastinoscopies, il faut pas les considérer comme concurrentes, mais plutôt complémentaires. Certes, actuellement, l'écho-endoscopie, elle permet un staging très complet. Souvent, on appelle ça le staging médiastinal par endoscopie combinée. Alors, à droite, on a une méta-analyse assez intéressante qui compare les performances et le profil toxicité de l'écho-endoscopie à la médiastinoscopie. Alors, les résultats montrent une performance assez similaire avec un rendement au moins équivalent et surtout beaucoup moins de morbidité que la médiastinoscopie qui reste tout de même une procédure chirurgicale nécessitant un bloc opératoire, une anesthésie. Et cela explique pourquoi actuellement les référentiels internationaux recommandent généralement l'échoendoscopie, les BUS, comme la première étape du staging médiastinal. Et puis la médiastinoscopie elle sera discutée en complément en cas de doute ou de discordance. Alors le stade 3 représente probablement l'un des défis thérapeutiques les plus complexes en oncologie thoracique. Alors pourquoi? Parce qu'on doit jongler entre plusieurs modalités thérapeutiques déjà, chimiothérapie, radiothérapie, parfois chirurgie, un peu moins. Et surtout, on doit trouver le bon timing pour les intégrer. Alors, le premier objectif, c'est le contrôle local, qui est un véritable facteur pronostic majeur. Une tumeur mal contrôlée localement, même sans métastase, va mettre le patient en difficulté rapidement à cause d'une compression, hémoptysie, dyspnée, etc. Alors, le deuxième point, c'est les toxicités. On sait bien que la radiochimiothérapie du thorax, c'est une combinaison puissante et efficace, mais qui peut être limitée par une pneumopathie radique ou encore plus une oesophagite sévère. Et ces toxicités sont souvent doses limitantes, ce qui complique encore l'équation. Puis le troisième point, on l'avait soulevé dans la diapo précédente, c'est l'hétérogénéité anatomoclinique du stade 3. Alors, comme le montre cette figure du NCCN, qui est la Bible de l'oncologie américaine, tous les stades 3 ne se ressemblent pas. Certains sont potentiellement résécables, comme certains stades 3A, T3N1 ou avec un N2 limité. D'autres sont totalement inopérables. La plupart est totalement inopérable, non résécable, et relèvent de la radiochimiothérapie. Alors, l'un des défis majeurs dans notre pratique, et des fois, on est souvent confronté à ça dans nos RCP chaque jour, c'est donc d'uniformiser la stratégie thérapeutique malgré cette diversité. Certes, nous avons des recommandations internationales qui vont essayer de proposer des algorithmes, mais en réalité, il faut dire que la prise en charge est toujours multidisciplinaire et personnalisée, individualisée. Alors, la majorité des patients de stade 3, plus de 80%, ont une tumeur considérée comme non résécable. Dans ces situations, la radiothérapie est un pilier du traitement multimodal. Alors, lorsqu'on va l'associer à la chimiothérapie, on obtient une amélioration significative de la survie. C'est le principe de la radiochimiothérapie qui est aujourd'hui le traitement standard des stades 3 inopérables. C'est donc vraiment autour de la radiochimiothérapie que se construit la stratégie thérapeutique dans la grande majorité des cas. Alors, la vraie question aujourd'hui n'est plus doit-on faire une radiothérapie, car la réponse est clairement oui dans la majorité des cas non résécables. Mais la vraie question, c'est plutôt quand l'intégrer, avec quelle chimiothérapie et comment optimiser son efficacité tout en limitant les toxicités. C'est exactement ce que nous allons discuter maintenant.
Alors, quand intégrer cette radiothérapie, bon, moi, j'ai jugé qu'il serait plus juste d'adopter une approche historique pour savoir comment on va intégrer cette radiothérapie. On va revenir un peu plus loin, donc 1960, dans les années 1960-1970. Alors, à cette époque, la prise en charge des SAD3 était très différente d'aujourd'hui. À cette époque, les patients étaient traités par radiothérapie exclusive. Alors, généralement à faible dose, autour de 40 Gray, en technique bidimensionnelle, sans planification moderne. Alors, cette radiothérapie permettait un contrôle des symptômes, notamment la douleur, l'hémoptysie ou la dyspnée, mais les survies étaient extrêmement médiocres. Alors, le bénéfice en termes de survie était très limité, comme le montre cette intéressante historique étude de Wolf et Hall, où les courbes de survie chutent rapidement malgré la radiothérapie. Cette période a souligné une chose essentielle, c'est que la radiothérapie seule ne suffisait pas pour améliorer le pronostic d'un stade localement avancé et qu'il fallait absolument améliorer la stratégie thérapeutique, soit en augmentant les doses, soit en introduisant la chimiothérapie. Alors, dans les années 1980, la grande avancée thérapeutique a été l'introduction de la chimiothérapie dans le traitement des stades localement avancés. Alors, l'idée était simple. Commencer par une chimiothérapie d'induction, puis enchaîner avec la radiothérapie, selon un schéma séquentiel. Alors, deux essais majeurs ont marqué cette période. D'abord, le CALGB 84-33 et le CSG 791. Alors, dans l'essai CALGB 84-33, les patients recevaient une induction par cisplatine et vinblastine, suivie d'une radiothérapie de 60 grammes. Cette stratégie a montré pour la première fois une amélioration significative de la survie par rapport à la radiothérapie seule. C'était une étape décisive. La chimiothérapie devenait un élément essentiel du traitement des stades localement avancés et la simple radiothérapie exclusive n'était plus suffisante. Et on passe aux années 1990. Alors là, nous avons une nouvelle étape qui a été franchie. Alors, on a commencé à intégrer la chimiothérapie en même temps que la radiothérapie selon un schéma concomitant. Alors, l'objectif était d'augmenter l'efficacité locale et systémique également, en profitant de l'effet de radiosensibilisant du cisplatine. Alors, cisplatine, à cette époque, c'était une vedette des drogues de chimiothérapie. Alors, deux essais de phase 3 ont marqué cette période. Alors, le plus connu étant celui de Furuse, un japonais, qui a été publié en 1999. Alors, dans cette étude de 320 patients, la radiochimiothérapie concomitante a montré un avantage clair sur le schéma séquentiel. Nous avons une survie médiane de 16,5 mois versus 13,3 mois et surtout une survie à 5 ans doublée, presque 16% versus presque 9%. Alors, le tout avec un profil de toxicité considéré comme acceptable à cette époque. Également, toujours dans les années 90, nous avons un intéressant essai qui est le RTOG 9410, qui a été publié que tardivement en 2011. C'est un essai qui a randomisé 600 patients en comparant schéma concomitant versus un schéma séquentiel. Les résultats ont été très clairs. Une survie médiane supérieure, 17 mois versus 14,6 mois. Une survie à 5 ans sensiblement meilleure, 16% versus 10%, confirmant l'avantage du concomitant sur le séquentiel. Comme attendu, la toxicité était plus élevée dans le bras concomitant, notamment l'œsophagite, mais est restée considérée comme acceptable. Alors, cette méta-analyse publiée en 2010 par Opérin et Le Péchou, Cécile Le Péchou, alors deux grandes figures féminines de l'oncologie thoracique. Alors, cette méta-analyse représente vraiment la consécration de la radiochimiothérapie concomitante comme standard pour les stades 3 inopérables. Elle regroupe 6 essais randomisés, soit plus de 1200 patients, comparant directement schéma concomitant et séquentiel. Alors, les résultats sont sans équivoque. Il existe un bénéfice clair en survie globale avec un hasard ratio de 0,84 en faveur du concomitant et une significativité statistique. Alors, à 5 ans, cela se traduit par un gain absolu
de 4,5%, ce qui est très important dans cette population où la survie est limitée. On retrouve également un bénéfice en survie sans progression avec un hasard ratio de 0,90. Alors, cette méta-analyse vraiment a confirmé ce que les essais Furusé, RTOG 84 et 9410 suggéraient déjà. Le schéma concomitant est supérieur au séquentiel. Il doit être considéré comme le standard thérapeutique chez les patients qui peuvent, chez qui on peut l'administrer. Et c'est véritablement cette publication qui a ancré définitivement la RCC comme la référence mondiale pour les stades non résécables. Alors, la supériorité de la radiochimiothérapie concomitante s'accompagne forcément et naturellement d'une toxicité aiguë plus importante. Et on revient à la méta-analyse d'Opéra qui nous permet de bien quantifier cette différence. Alors, le point majeur, c'est l'œsophagite aiguë de grade supérieur égal à 3. Elle est 5 fois plus fréquente avec le schéma concomitant, environ 18 à 30 contre seulement 4 à 8 au séquentiel. C'est vraiment la toxicité dose limitante, donc dose limitante qui ne va pas permettre de délivrer une dose plus importante, une dose tumoricide. Alors en revanche, par exemple, si on voit la toxicité pulmonaire aiguë, il n'y a pas de différence significative avec un odds ratio autour de 1,1. Et même pour les toxicités tardives, les différences sont faibles. Les sténoses œsophagiennes sont rares, moins de 2%, légèrement un peu plus fréquentes en concomitant. Mais la toxicité pulmonaire tardive est globalement similaire entre les deux stratégies. Alors, ce profil est important à connaître car il explique que, en partie, ne serait-ce qu'en partie, pourquoi la RCC n'est pas adaptée à tous les patients. Certes, elle est plus efficace, mais elle est plus toxique. Il faut donc bien sélectionner les patients capables de la tolérer. Alors, finalement, pour répondre à cette question, quand intégrer la radiothérapie dans un stade localement avancé, bon, souvent non résécable, c'est surtout en concomitant avec une chimiothérapie pour constituer cette fameuse arme thérapeutique très efficace d'ailleurs dans plusieurs autres localisations, la radiochimiothérapie concomitante. Alors même si la radiochimiothérapie concomitante est le standard, mais dans la réalité clinique, beaucoup de patients ne peuvent pas la supporter. Alors le schéma séquentiel garde donc une place importante, surtout dans les situations suivantes. Donc, un patient à l'état général altéré, un performance statut supérieur ou égal à 2, où la tolérance d'une RCC est souvent insuffisante, une perte de poids supérieure à 10% qui va traduire un terrain fragile, des comorbidités sévères, qu'elles soient cardiaques, respiratoires ou rénales, par exemple une BPCO sévère ou une insuffisance cardiaque décompensée. Une insuffisance rénale qui contre-indique l'usage du cisplatine, qui est la pierre angulaire de nombreux schémas concomitants, ou encore les patients âgés ou dénutris. Dans toutes ces situations, un schéma séquentiel, il va peut-être, si on voit les publications, il est inférieur, mais peut-être il va permettre de maintenir ne serait-ce une stratégie curative pour ces patients. Bien sûr, tout en sécurisant la tolérance et en évitant les toxicités de doses limitantes de la radiochimiothérapie concomitante. Alors, au-delà du terrain du patient, un autre élément qui nous pousse à choisir un schéma séquentiel plutôt qu'un schéma concomitant, ce sont les contraintes dosimétriques. Bien sûr, les radiothérapeutes, ils vont bien s'y connaître dans cette diapo. Alors, le premier point, lorsqu'on a une tumeur volumineuse, typiquement au-delà de 8 centimètres. Alors, on a des volumes massifs qui exposent à des champs très larges et rendent un peu la radiochimiothérapie concomitante difficile à tolérer, difficile à délivrer, surtout en termes d'œsophagite et de pneumopathie radique. Alors, le deuxième point, bon, le V20 pulmonaire élevé. Alors, c'est quoi le V20 pulmonaire? C'est la dose, c'est le volume du poumon sain qui va recevoir une dose de 20 grammes. Alors, dès que ce volume se rapproche ou dépasse les seuils limites, la probabilité de pneumopathie aiguë ou tardive explose si on va ajouter de la chimiothérapie en concomitant. Alors, dans ce cas, à chaque fois qu'on a un V20 limite, peut-être que dans ce cas, un schéma séquentiel permet de rester dans un cadre curatif sans compromettre la sécurité du patient.
Enfin, la longueur œsophagienne irradiée. Bon, il est assez reconnu qu'un segment de plus de 13 centimètres, c'est un facteur reconnu d'œsophagite sévère, surtout en radiochimiothérapie concomitante. Donc, si l'œsophage est très exposé, délivrer une radiochimiothérapie concomitante devient nettement plus risqué. Alors, il y a certaines situations, bon, disons, transitoires, temporaires, où le patient n'est pas en état de supporter dès le départ une radiochimiothérapie concomitante. Alors, la première situation, pardon, est celle qu'on voit souvent en pratique clinique, c'est l'atelectasie majeure. Alors, lorsqu'un lobe est complètement collabé, les capacités ventilatoires chutent et le patient est plus fragile. Alors, très souvent, initier une chimiothérapie seule permet de recruter un peu le poumon sain, de réouvrir les voies aériennes et d'améliorer la fonction respiratoire avant la radiothérapie. Bon, nous avons aussi l'infection post-obstructive, et ça, c'est très fréquent aussi en pratique. Alors, la tumeur obstrue, la téléctasie s'infecte, le patient est fébrile, dyspnéique. Alors, dans ce contexte, impossible de démarrer d'emblée une radiochimio concomitante. On stabilise l'infection, on traite bien l'infection par des antibiotiques, on améliore l'état général du patient, on délivre une chimiothérapie, et puis peut-être qu'on va planifier la radiothérapie par la suite dans le cadre d'un schéma séquencié. Alors, une dénutrition sévère, donc imaginez qu'on va ajouter à cela un taux d'œsophagite radique assez important avec un schéma concomitant. Donc, on préfère plus démarrer par une chimiothérapie et puis de continuer par une radiothérapie selon un schéma séquencié. Alors, maintenant que nous avons vu quand utiliser la radiothérapie et dans quel schéma, alors la question essentielle devient comment l'optimiser? Parce que dans le stade 3, alors le véritable enjeu, c'est pas seulement délivrer une radiothérapie. Alors l'enjeu, c'est de délivrer la bonne dose déjà, au bon volume, avec la bonne technique, tout en respectant strictement les contraintes dosimétriques, même cliniques d'ailleurs, pulmonaires, œsophagiennes et cardiaques. Alors, optimiser cette radiothérapie, c'est ce qui va vraiment faire la différence en termes de contrôle local déjà, parce que la radiothérapie, c'est un traitement local. De toxicité, bien sûr, tout cela, tout cela. Ce qui nous importe le plus, c'est le traduire en termes de survie. Et bien sûr, faut pas oublier la qualité de vie du patient qui passe forcément par réduire le taux de toxicité. Alors, optimiser la radiothérapie, c'est choisir la bonne molécule de chimiothérapie en concomitant. Nous avons cette étude publiée en 2017. C'est l'une des rares études qui compare directement deux schémas de chimiothérapie en concomitant avec la radiothérapie. Alors, nous avons d'un côté étoposide cisplatine, donc c'est un schéma historiquement utilisé dans les essais RTOG, souvent considéré comme la référence. Et puis, paclitaxel, carboplatine hebdomadaire, largement actuellement utilisé en pratique, plus simple, mieux toléré. Alors, les deux bras recevaient une radiothérapie standard entre 60 et 66. Alors là, c'est très intéressant. Le résultat est majeur, vraiment majeur. Alors, la survie globale à 3 ans est significativement meilleure avec étoposide platine, avec un gain absolu d'environ plus de 15% quand même. Alors, c'est le point clé. Alors, étoposide platine, cisplatine reste le schéma qui donne le meilleur impact sur la survie, malgré sa toxicité plus importante. Mais il y a un compromis important, c'est que le taux d'œsophagite supérieur à égal grade 3 est nettement plus fréquent avec étoposide platine, 20% versus 6%. Alors, les pneumopathies radiques supérieures à égal au grade 2, ils sont plus fréquentes avec le schéma hebdomadaire, carboplatine, paclitaxel, 33% versus 19%. Peut-être probablement lié au fait d'associer les taxanes à une radiothérapie sur de large volume. Alors, en résumé, étoposide platine est efficace, mais toxique, très toxique sur l'œsophage. Paclitaxel carboplatine, mieux toléré, mais expose à davantage de pneumopathie. Alors, c'est exactement ce qui explique pourquoi que peut-être en pratique clinique, on va utiliser plus étoposide platine, cisplatine chez les patients jeunes et robustes et paclitaxel carboplatine hebdomadaire qui reste le standard pratique peut-être chez les patients fragiles, avec de grosses tumeurs, sur le plan dosimétrique avec un V20 pulmonaire élevé ou des difficultés logistiques.
Alors, ce choix, donc, doit être totalement personnalisé et individualisé. Alors, dans le même fil d'idées, donc, nous avons cet intéressant essai de phase 2 publié au JCO en 2005, donc, qui s'est intéressé particulièrement au doublé paclitaxel carboplatine en concomitant. Alors, l'étude compare trois stratégies combinant paclitaxel carboplatine avec une radiothérapie standard de 63 grès en 34 fractions. Alors, le bras le plus utilisé encore aujourd'hui, c'est le bras 3, donc paclitaxel hebdomadaire, 45 à 50 mg par mètre carré, carboplatine hebdomadaire AUC2, administré en même temps que la radiothérapie. Alors, il faut noter que les bras 1 et les bras 2 utilisaient un doublé également à base de carboplatine paclitaxel, mais à dose pleine toutes les 3 semaines. Alors, ce qu'on note comme résultat, c'est que la meilleure survie est obtenue dans le bras 3, celui avec paclitaxel carboplatine hebdomadaire en concomitant. Et c'est un gain clair, même dans une étude de phase 2. Alors, le schéma hebdomadaire paclitaxel carboplatine et radiothérapie, plus ou moins suivi d'une consultation, est celui qui donne les meilleurs résultats globaux, malgré une toxicité plus importante. Et c'est ce qui a conduit à l'adoption de ce protocole comme standard largement utilisé dans la radiochimiothérapie concomitante des stades localement avancés. Alors, nous avons également cet essai Proclaim. C'est un grand essai de phase 3 qui a comparé deux schémas de chimiothérapie en concomitant dans les stades 3 non épidermoïdes, donc les adénocarcinomes plutôt. Alors, deux bras, le bras A, pemetrexed, cisplatine radiothérapie, puis consolidation par pemetrexed, et le bras B, étoposide, cisplatine radiothérapie, puis consolidation LIP. Alors, l'objectif était simple, voir si le pemetrexed pouvait faire mieux que le standard historique étoposide, cisplatine. Alors, en ce qui concerne les résultats, l'essai est négatif. La survie globale était identique dans les deux bras. La PFS, la survie sans progression est également comparable et même le taux de réponse est très proche. Alors, le seul point différentiel qui est important à considérer en pratique clinique, c'est qu'il y avait moins de toxicité hématologique sévère avec pemetrexed cisplatine. Alors, la conclusion, c'est que pemetrexed reste une option acceptable pour les tumeurs non épidermoïdes, mais ne dépasse pas en termes d'efficacité le doublet étoposide cisplatine. Alors, pour un peu résumer le choix de la chimio concomitante, alors, étoposide cisplatine, c'est un standard historique très bien documenté. Alors, l'essai de Lyon, publié en 2017, comme nous l'avons vu, il suggère quand même un léger avantage en survie globale par rapport à paclitaxel carboplatine hebdomadaire au prix de plus d'œsophagite. Alors, paclitaxel carboplatine, c'est la solution safe. Alors, inefficacité malgré les résultats de l'essai de Lyon, l'efficacité globalement équivalente dans les grandes séries. Le profil de toxicité, c'est ça l'avantage de ce doublet, est souvent plus favorable, moins d'hématotoxicité, moins d'œsophagite, de nausées et vomissements. Elle est très utilisée chez les patients fragiles au non-phytocysplatine. Alors, à côté, on a d'autres doublets à base de cisplatine, vinorelbine, docetaxel, pemetrexed, avec une efficacité assez comparable. Et enfin, il faut garder à l'esprit que l'option pemetrexed cisplatine est une option intéressante dans les formes non épidermoïdes, mais sans preuve de supériorité. Alors, après la radiochimiothérapie concomitante du stade 3 inopérable, le standard actuel est clairement défini par l'essai pacifique. Alors, l'immunothérapie, en outre, le durvalumab, c'est un anti-PDL1, est administré pendant 12 mois en consolidation. Alors, pour être éligible, le patient doit avoir terminé sa radiochimiothérapie concomitante depuis moins de 42 jours et surtout ne pas présenter de progression. Le rationnel biologique est très fort. La radiothérapie augmente l'expression de PDL1 et crée une fenêtre d'immunostimulation. Alors, l'immunothérapie et le durvalumab vont renforcer cette réponse immunitaire contre l'immunoévasion tumorale et aider à éliminer la maladie résiduelle. C'est un point essentiel dans ce stade qui reste un stade à très haut risque de récidive systémique. Pacific a véritablement transformé la prise en charge et s'est imposé comme le nouveau standard international. Alors, l'essai Pacific, pour revenir en détail sur cet essai, donc il a comparé durvalumab au placebo après radiochimiothérapie concomitante. Les résultats sont vraiment spectaculaires et constants dans tous les sous-groupes.
En survie sans progression, on passe de 5,6 mois à 16,8 mois, soit une réduction de près de 50% du risque de progression. C'est un gain jamais observé auparavant dans ce contexte. En survie globale, le bénéfice est tout aussi impressionnant, 57% de survie à 3 ans avec le Durva contre 43%, et encore 43% à 5 ans. On réduit ainsi le risque de décès d'environ 30%. Également, une notion importante, le temps jusqu'aux métastases est également fortement amélioré avec une réduction de 50% du risque métastatique. Et c'est probablement un reflet direct du contrôle systémique apporté par l'immunothérapie. Alors, en pratique, vraiment Pacifique a été le premier traitement à améliorer la survie à long terme dans les stades 3 non résécables. Et c'est désormais un standard absolu recommandé par la plupart des sociétés savantes. Alors là, on va parler de l'escalade de dose et on a cet essai emblématique RTOG 0617 qui a complètement changé notre vision sur l'escalade de dose. Alors l'objectif était simple, comparer une dose standard de 60 gray à une escalade de dose de 74 gray en radiochimiothérapie concomitante. Quand même 544 patients, donc stade 3A, 3B non résécable, randomisés dans un design factorial 2 fois 2. Alors on a testé à la fois l'escalade de dose et l'ajout au nom de cetuximab. Le traitement systémique était carbopacli hebdomadaire et le critère principal était la survie globale. Alors, contrairement à ce qu'on espérait, à ce qu'on s'attendait, l'escalade de dose à 74 degrés a été nettement délétère pour la survie globale. Hasard ratio à 1,56, P significatif, soit ça, faut bien le retenir, une augmentation de 56% du risque de décès. Même tendance en PFS, avec une meilleure survie sans progression dans le bras standard 60 mètres. On voit très clairement que sur les courbes, que toutes les métriques, que tous les paramètres penchent en faveur du bras standard. Alors même la progression locale, censée être améliorée par une dose plus élevée, est paradoxalement pire avec 74 grammes. L'escalade de dose entraîne donc plus d'échecs locaux, ce qui est vraiment, vraiment contre-intuitif, mais parfaitement démontré ici, dans cet essai. Alors la toxicité explique en partie ces résultats. Nous avons un taux d'œsophagite supérieur ou égal au grade 3, de l'ordre de 61% dans l'escalade de dose et 7% dans le bas standard, donc soit 3 fois plus de toxicité sévère avec la haute dose. On observe aussi davantage d'événements cardiaques, plus d'événements graves et un impact globalement délétère sur la tolérance. Cette surcharge toxique explique peut-être probablement une partie de la baisse de survie. Alors, en résumé, RTOG 0617 a montré qu'une escalade de dose augmente de 56% le risque de décès. Les échecs locaux sont plus fréquents. Toxicité notamment œsophagène et cardiaque significativement plus élevée. Alors pourquoi cette mauvaise performance? Ça peut avoir beaucoup d'explications. Allongement du temps de traitement, toxicité qui n'a pas été rapportée, les doses cardiaques importantes, une escalade de doses qui peut entraîner un arrêt prématuré ou une interruption thérapeutique. Alors vraiment, on reste sur 60-66 au plus. Et c'était CRTOG 0617, vraiment à stopper net toutes les tentatives d'escalade conventionnelle dans les stades 3. Aujourd'hui, l'optimisation ne passe plus par la dose, mais par l'association radiochimiothérapie concomitante optimale, immunothérapie de consolidation. Alors ici, je vous présente l'essai français IFCT 1401. Alors, toujours dans cette optique d'essayer d'escalader. Alors, l'idée de cet essai est simple. Est-ce qu'on peut utiliser une TEP, une tomographie par émission de positons intérimaire pour décider quel patient mérite un boost de dose à 74 grammes? Alors, le patient avec tous des cancers poumons localement avancés, il recevait d'abord 2 cycles de chimiothérapie d'induction, suivi d'une radiochimiothérapie concomitante standard, et on faisait une TEP intérimaire à 42 degrés. Alors, selon le résultat de la TEP, si elle est positive, on boostait jusqu'à 74 degrés sur la zone persistance hypermétabolique. Alors, si la PET est négative à 40 degrés, pas de boost et la dose standard est de 66 degrés. Alors, ils ont fait un suivi très complet, donc scanner et TEP à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Et l'objectif principal était le taux de contrôle loco-régional à 1 an. Alors, les résultats montrent que l'objectif primaire a été atteint dans les 2 bras, ce qui confirme la faisabilité de la stratégie.
Donc, en termes de contrôle loco-régional, nous avons à un an, nous avons 77% dans le bras boosté et 61% dans le bras standard. Et on observe également aussi un maintien de ce contrôle loco-régional jusqu'à 3 ans. 61% dans le bras boosté, 57% dans le bras non boosté. Donc, la stratégie est efficace et surtout sans dégradation apparente du profil de tolérance. Alors, la conclusion est très importante. Le boost à 74 degrés basé sur la TEP intérimaire est faisable et surtout safe, sûr. Il n'y a pas eu d'augmentation de toxicité aiguë ou tardive, que ce soit pulmonaire, cardiaque ou œsophagienne, ce qui était la grande crainte compte tenu des résultats négatifs de l'ECRTOG 0617. Alors, cette stratégie vraiment représente une nouvelle manière plus ciblée d'escalader la dose plutôt qu'un boost systémique pour tout le monde, sur tout le volume. Et on peut identifier biologiquement les patients qui en bénéficient potentiellement. Alors, les auteurs, alors nous avons la Pierre Vera et Philippe Giraud, deux radiothérapeutes français, alors concluent donc que cette approche mérite un essai de phase 3, car elle pourrait changer notre manière de personnaliser la radiothérapie dans les stades 3. Alors ici, on aborde une question classique. Faut-il irradier de façon prophylactique les aires ganglionnaires non envahies? Alors historiquement, certains centres faisaient de l'irradiation préventive. On appelle ça Elective Nodal Irradiation, ENI, c'est-à-dire irradier toutes les aires ganglionnaires du médiastin, même celles non atteintes. Mais progressivement, surtout avec l'arrivée du scanner, du PTFDG et des techniques modernes, on s'est orienté vers l'IFRT, alors irradier, Involved Field Radiation Therapy, c'est-à-dire irradier les aires ganglionnaires atteintes et la tumeur. Alors, le schéma résume clairement la différence entre une irradiation prophylactique, le A, où le volume est beaucoup plus large, parce qu'il y a irradiation systématique des chaînes médiastinales, et l'IFRT, le B, où le volume est restreint, parce que l'irradiation s'intéresse uniquement aux ganglions pathologiques et à la tumeur macroscopique. Alors, l'hypothèse, est-ce que irradier de façon préventive les aires ganglionnaires améliorer les résultats oncologiques et à quel prix en termes de toxicité? Alors, nous avons les courbes ici qui comparent irradiation préventive et irradiation des aires ganglionnaires atteintes sur deux critères, contrôle local et contrôle ganglionnaire. Alors, il n'y a aucune différence entre les deux types d'irradiation, ni en contrôle local, ni en contrôle ganglionnaire. Le taux de récidive ganglionnaire dans les aires non irradiées est très faible, probablement grâce à un staging moderne plus aiguisé, notamment par la TPFDG. Donc, en pratique, élargir les volumes ne semble ni améliorer le contrôle, ni apporter un bénéfice oncologique réel. Encore plus, si on regarde la toxicité, c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'irradiation préventive augmente significativement le risque d'œsophagite de grade supérieur ou égal à 3 dans cette étude. Donc, ce risque est multiplié par environ 3 en faveur de l'IFRT. Alors, ce n'est pas surprenant parce qu'on a plus de volume irradié, plus de doses sur l'œsophage, plus de toxicité aiguë. À l'inverse, l'irradiation des aires ganglionnaires atteintes est associée à une toxicité moindre, sans perte de contrôle tumoral. Aujourd'hui, l'irradiation ganglionnaire prophylactique n'a pas sa place dans les cancers bronchiques localement avancés. On fait de l'IFRT, jamais de l'ENI. Ici, je rappelle simplement la différence fondamentale donc à travers cette sous-analyse du fameux ECRTOG 0617 entre une radiothérapie tridimensionnelle classique et l'IMRT. À gauche, on a une radiothérapie tridimensionnelle qui est conformée, qui permet de délivrer des faisceaux plutôt fixes avec une couverture tumorale correcte, mais des doses plus étendues aux organes à risque. À droite, nous avons l'IMRT qui permet une modulation beaucoup plus fine. Le faisceau change d'intensité en fonction de l'angle, ce qui améliore la conformation autour des volumes cibles et réduit nettement les doses au cœur, à l'œsophage et au poumon sain. C'est cette capacité à moduler le faisceau qui fait toute la différence en termes de toxicité. Alors, dans cette analyse secondaire de l'ECRTOG 0617, donc l'IMRT montre des avantages clairs. Le point majeur, c'est surtout la pneumopathie radique, le grade supérieur égal à 3, qui est presque divisé par 2 avec l'IMRT. Alors, pour le reste des toxicités sévères, il n'y a pas de différence majeure, mais l'IMRT reste globalement meilleur en termes de tolérance.
Alors, sur la survie globale, le facteur le plus important identifié dans l'étude est le V40, gré cardiaque. Alors, c'est le volume du cœur qui va recevoir une dose de 40 grammes. Alors, chez les patients avec un V40 qui est moins de 20%, ils vivent significativement plus longtemps, ils ont une meilleure survie. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est quoi la technique qui va permettre de respecter ce V40? C'est l'IMRT, contrairement à une radiothérapie tridimensionnelle. Ici, j'introduis un peu le VMAT, qui est la forme la plus aboutie de l'IMRT. Donc, au lieu de délivrer le traitement sur des angles fixes, le VMAT le fait en rotation continue, ce qui permet de moduler la forme du faisceau en temps réel, d'ajuster le débit de dose pendant la séance et de réduire la durée de traitement. Alors, cette réduction de la durée de traitement est importante parce que moins de temps, c'est moins de mouvements intrafaction, c'est plus de précision. Et le graphique montre clairement que depuis 2015-2017, le VMAT, la radiothérapie volumétrique, est devenue la technique dominante aux États-Unis pour les stades 3 localement avancés, dépassant largement la 3D et même l'IMRT classique. C'est aujourd'hui la technique de référence dans la majorité des centres modernes. Alors, on ne peut pas parler de radiothérapie thoracique sans parler d'asservissement respiratoire. Alors, quand on traite une tumeur pulmonaire, l'un des défis majeurs est la mobilité respiratoire. À chaque inspiration et expiration, la tumeur se déplace parfois jusqu'à plusieurs centimètres. Alors, l'asservissement respiratoire a donc pour objectif de mieux contrôler ce mouvement pour réduire les marges et mieux épargner les organes à risque. Alors, nous avons plusieurs moyens d'asservissement respiratoire. Nous avons ce qu'on appelle le gating. Là, on suit en temps réel la tumeur ou un signal externe. Et le faisceau ne s'allume que dans une phase précise du cycle respiratoire, ce qui permet un ciblage plus précis. Alors, ça se fait grâce au scanner 4D qui permet d'observer l'ensemble du mouvement de la tumeur au cours du cycle respiratoire. On peut aussi faire ça par le biais d'un blocage respiratoire. On demande au patient de bloquer son souffle en inspiration, en expiration, ce qui fige momentanément la position de la tumeur. C'est une technique particulièrement utile pour réduire le flou de mouvement et limiter les marges. Bien sûr, le gating, c'est le scanner 4D, c'est l'outil central d'asservissement respiratoire. Une caméra infrarouge va suivre un marqueur placé sur l'abdomen et l'enregistre en continu le cycle respiratoire. Le scanner est alors synchronisé avec ce cycle respiratoire enregistré et acquiert des images dans différentes phases respiratoires. Et là, nous, les radiothérapeutes, on va essayer de délimiter le volume cible sur chacune des phases et ce qui va permettre de refléter l'ensemble des mouvements de la tumeur tout au long du cycle respiratoire. Alors, ce scanner 4D, finalement, il va permettre de bien mesurer le mouvement et d'adapter la délivrance du traitement grâce au gating. Bon, un peu moins grâce au blocage respiratoire. Alors, une autre nouveauté dans l'irradiation thoracique, c'est l'imagerie surfacique, appelée également SGRT, pour Surface Guided Radiation Therapy. C'est une technologie qui a pris une place importante dans nos pratiques ces dernières années. Alors, le principe est simple. On utilise un système de caméra optique. Donc, il y a plusieurs solutions commerciales comme Vision RT, Catalyst ou Identify pour scanner en temps réel la surface du patient. Ce système permet donc un repositionnement extrêmement précis sans utiliser de marqueurs ou de points tatoués. C'est une approche qui est totalement non invasive. Enfin, on passe à une technologie émergente mais extrêmement prometteuse, c'est les accélérateurs linéaires avec IRM embarqué, ce qu'on appelle les MRI Linacs. L'idée est d'intégrer une IRM directement dans l'accélérateur pour permettre une visualisation en temps réel de la tumeur pendant l'irradiation. C'est particulièrement intéressant en radiothérapie thoracique. Alors, nous avons parlé de cet aspect technique, ce qui va nous conduire à conclure cette présentation. Donc, pour conclure cette présentation sur la prise en charge du cancer bronchique localement avancé, je voudrais revenir sur les points essentiels à retenir en pratique clinique. D'abord, le choix de la séquence thérapeutique est déterminant quand on va intégrer la radiothérapie. La radiochimiothérapie concomitante reste la stratégie la plus efficace. Et on peut discuter ensuite d'une courte consolidation par chimiothérapie
selon les cas. Concernant la chimiothérapie concomitante, plusieurs schémas sont validés. Le paclitaxel hebdomadaire, carboplatine hebdomadaire, très utilisé pour sa tolérance. Le pémétrexed, cisplatine pour les formes non épithermoïdes. Et puis les toposides, cisplatine, il ne faut pas l'oublier, c'est un standard historique, donc les formes volumineuses. Le choix dépend du type histologique, du terrain et de l'expérience du centre. L'avancée majeure ces dernières années, c'est bien sûr l'arrivée de l'immunothérapie, du durvalumab en maintenance, devenu un standard thérapeutique incontournable. Il améliore la survie globale et la survie sans progression et transforme vraiment le pronostic de ces patients. L'escalade de dose standard, notamment l'augmentation à 74 grammes, n'a montré aucun bénéfice, au contraire, une toxicité accrue. Donc, on reste sur un schéma autour de 60 à 66 grammes au fractionnement classique. En revanche, l'escalade de dose guidée par la TEP est une piste très prometteuse. Elle permet d'adapter la dose à la persistance métabolique tout en restant dans une approche personnalisée. Alors, les premiers résultats de l'essai IFCT 1401 sont encourageants. Sur le plan technique, IMRT, VMAT dépasse clairement une radiothérapie tridimensionnelle classique, meilleure dosimétrie, moins de pneumopathie, meilleure protection cardiaque, donc une technique à privilégier. Enfin, plusieurs innovations technologiques sont maintenant intégrées en routine et en cours de diffusion, asservissement respiratoire, scanner 4D, SGRT et plus récemment les IRM LENAC. En résumé, la radiothérapie du stade 3 évolue rapidement, c'est plus personnalisé, plus précise, mieux toléré, mieux intégré dans un parcours multimodal. Notre objectif en tant que personnel soignant est clair, optimiser le contrôle local tout en réduisant la toxicité afin d'amener le maximum de patients à bénéficier du durvalumab en maintenance. Et puis je termine bien sûr pour finir un message essentiel. Le meilleur traitement du cancer bronchique reste la prévention. Cette image résume parfaitement l'impact du tabac. Chaque cigarette est une agression directe sur le poumon. Même avec les progrès extraordinaires de la radiothérapie, du traitement systémique, chimiothérapie, immunothérapie, rien ne remplacera jamais l'arrêt du tabac. Prévenir, c'est éviter des années de souffrance, des traitements lourds et surtout sauver des vies. Encourageons maintenant nos patients, nos proches également. Faut pas les oublier, nos proches également, nos jeunes dans les lycées, dans les universités à ne jamais commencer ou à arrêter dès aujourd'hui. Et merci pour votre attention. Merci, professeur, pour cette magnifique présentation à la fois enrichissante et d'une grande qualité pédagogique. Nous allons à présent entamer la phase dédiée aux questions-réponses. Voici comment nous allons procéder. Lorsque vous souhaiterez intervenir, je vous inviterai à lever la main virtuelle. Une fois la parole accordée, merci de bien vouloir vous présenter brièvement avant d'exposer votre question ou remarque. Enfin, je vous serai reconnaissante de baisser votre main à la fin de votre intervention. Merci. Professeur, nous n'avons Il pas n'y a, de il y a pas de de questions. question, c'était clair et net pour tout le monde. Bon, apparemment, c'était très clair. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Nous allons peut-être poser des questions de manière aléatoire pour voir la compréhension. Bon, c'est juste pour un peu enrichir la discussion. Alors, l'enjeu principal lorsqu'on a à traiter des stades 3, localement avancé non résécable, lorsqu'on reçoit ces patients en consultation, lorsqu'on discute leur dossier en RCP. Alors, notre enjeu principal, c'est essayer de faire profiter le maximum de la radio, du schéma concomitant, de la radiochimiothérapie concomitante. Moi, tout à l'heure, dans ma présentation, j'ai cité pas mal de situations. On serait obligé de commencer par un schéma séquentiel. Alors, peut-être qu'il y a des situations où on peut faire un peu quelque chose d'hybride, c'est-à-dire pas toute la chimiothérapie avant la radiothérapie et on sera dans le pur schéma séquentiel, mais on essaie, on reçoit le patient, il est fragile un peu, on essaie de commencer par une chimiothérapie. Alors, un cycle.
deux cycles, et on évalue. On évalue l'état général surtout. Et bien sûr, on va évaluer peut-être par la même occasion la réponse au traitement. Et là, si on juge que c'est bon, que l'état général est devenu bon, ou peut-être une atélectasie qui s'est libérée, là, on peut démarrer une vraie radiochimiothérapie concomitante. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'essai qui a comparé un peu l'escalade de dose qui est guidée par la TEP, dans les deux bras expérimentaux que le bras standard, ils ont toujours commencé par une chimiothérapie d'induction. Alors, la chimiothérapie d'induction, faut également souligner qu'elle permet également de décongestionner nos postes de traitement de radiothérapie. Des fois, on a des listes d'attente un peu importantes et on doit commencer la radiochimiothérapie concomitante. Alors, pour des raisons logistiques, on commence par la chimiothérapie avant de faire entrer le patient dans le circuit d'une radiochimiothérapie. J'aurais été essentiellement pour vous remercier pour cette brillante présentation. Cependant, nous avons une précision qui dit le protocole carbo-ectoposide n'est-il pas une bonne alternative poside cisplatine tout en restant efficace par rapport au carboplasie? Alors oui, c'est parfaitement envisageable de switcher vers de la cisplacine vers carboplatine pour essayer de maintenir à la fois cette efficacité de ce fameux schéma concomitant historique qu'est l'étoposide cisplacine, et ne pas trop s'en éloigner. Et pour améliorer le profil de tolérance, oui, c'est une option qui peut être parfaitement envisagée en pratique clinique. Bon, sincèrement, dans ma pratique, moi, je toujours vers le Pacli Carbo Hebdo, quoique on l'a vu dans l'essai de Lyon publié en 2017, il y avait un net bénéfice de la survie globale en faveur de l'étopositis platine, mais tout de même, bon, je dirais que ça n'a pas été assez exploré, étoposite carboplatine, mais je crois que c'est une option qui est tout à fait valable et peut se faire en pratique clinique, oui. Oui. D'accord, merci professeur pour votre éclaircissement et j'espère que monsieur Basile Aziz a eu satisfaction. Donc, nous avons une intervention de madame Perla Negra. Professeur, si le patient est avec un état général qui altère, il ne peut pas recevoir une RCC, donc séquentielle est le cas. Honnêtement, c'est pas bien formulé, mais bon, je pense que Bon, moi, je crois que c'est ce que j'avais parlé. Alors, oui, c'est conseillé. Moi, je crois qu'on va peut-être opter pour une chimio première, mais on va pas décider que tout se passera en séquentiel. On va pas décider pour ce patient qui est venu fragile dans notre consultation. Non, ce patient, on va faire chimio d'abord, puis radiothérapie. Moi, je crois que la perspective, c'est commencer par une chimiothérapie et puis évaluer doucement, essayer de retaper le patient. Alors ça, c'est un point très important. Je n'en ai pas parlé dans ma présentation, mais les soins de support qui vont avec ces traitements, c'est très important à les considérer. Parfois, notre tête est tellement axée sur les traitements anticancéreux, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, qu'on oublie des soins à côté parallèles qui sont très importants, à savoir améliorer l'état nutritif, traiter l'infection pulmonaire, donc les soins de support et tout ça. Alors, je disais que peut-être on va intégrer ça dans une stratégie. Comment c'est une chimiothérapie d'induction, cycle par cycle, et à chaque fois, on évalue. Et si l'état général s'améliore,
recanalise le patient dans un parcours de radiochimiothérapie concomitante pour vraiment faire profiter le patient de cette radiochimiothérapie concomitante dont le bénéfice est clairement supérieur à un schéma séquentiel, comme nous l'avons vu dans les essais randomisés, dans la méta-analyse d'Opéra. Ok. Merci, professeur, pour votre éclaircissement. Je ne sais pas si Madame Perla Negra veut bien prendre la parole pour nous dire ce qu'elle en pense, si elle a eu satisfaction par rapport à la réponse du professeur. Euh, En attendant, nous avons quelques préoccupations. On a la Samaï qui dit pour la RD adaptative basée sur la TEP, c'était à quelle dose on évalue et dans quelle dose? Je sais pas trop. Alors, dans l'essai français, ils ont, parce que l'idée d'escalade de dose, c'est vraiment une idée qui a montré ses bénéfices dans certaines localisations, notamment le cancer de la prostate. Alors, il y a toujours dans notre tête, nous radiothérapeutes, cette corrélation entre escalader la dose et efficacité, ne serait-ce qu'en contrôle local. Alors, comme je l'avais bien mentionné dans les résultats de l'essai RTOG 06-17, donc vraiment, c'était obsolète. Même en contrôle local, l'escalade de dose, elle n'apportait pas de surplus. Alors, ce que les Français ont proposé, c'est essayer, comme ça a été mentionné dans la question, de faire une radiothérapie adaptative en fonction de la réponse métabolique. Alors, dans l'essai, comme vous l'avez bien vu, donc ça a été fait à 40 degrés. On commençait la radiothérapie. Alors, 40 degrés, c'est exactement 21 séances de radiothérapie. Alors, on délivre à chaque fois 2 séances, 2 degrés par séance. Alors, à 21 séances de radiothérapie, on arrêtait, on faisait une PET. Alors, une PET, ça demande une journée. On peut facilement reprendre la radiothérapie. Alors, si la PET est négative, donc c'est bon, c'est un malade qui a répondu d'emblée. On continuait jusqu'à 66 degrés. Alors, si les régions, il y a des régions qui persistent, qui sont toujours hypermétaboliques, alors ils n'ont pas mentionné sur l'essai le seuil de significativité de l'hypermétabolisme, c'est-à-dire le SUV. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui restait, qui est hypermétabolique, on escaladait la dose jusqu'à 74 degrés. Alors, ça permettait un peu de réduire considérablement le volume sur lequel on va faire une escalade de dose. Et puis, comme vous l'avez vu, il y avait pas de surplus de toxicité. C'est très intéressant dans le sens où l'escalade de dose sera toujours d'actualité. Ok, merci professeur. Nous avons une seconde préoccupation de Monsieur Basile Aziz qui dit, on voit de plus en plus des patients âgés au plus de 110 à 115 ans. À votre avis, quel est le meilleur schéma de cette association radiothérapie et chimiothérapie d'après les données des essais cliniques et bien sûr d'après votre expérience personnelle? Alors, sincèrement, les temps changent un peu. Je crois qu'un patient de 70 ans des années 90 n'est pas le même qu'un patient de 70 ans de 2025. Je crois qu'on reçoit plus de patients âgés en bon état général. Alors, l'évaluation gériatrique, elle s'impose, c'est important. C'est un élément clé dans la décision thérapeutique. Alors, chez nous, en pratique, donc, ça va dépendre également de la présence ou non d'autres comorbidités. Mais chez nous, en pratique, on va essayer de privilégier autant que possible un schéma concomitant. On va faire du paclitaxel hebdomadaire. Alors à noter
que Paclicarbo en concomitance, c'est pas le Paclicarbo hebdomadaire lors des phases métastatiques. Alors, la dose de paclitaxel est seulement à 45 grammes. On peut faire des ajustements sur la dose. Mais sinon, si on juge que ça va être un peu délétère de commencer par une RCC, peut-être qu'on optera plus pour, comme je l'avais dit, pour une chimio première. Et on évaluera au cours de route. Peut-être qu'on va intégrer précocement la radiothérapie thoracique dans le cadre d'une RCC. Sinon, on peut finir sur un schéma séquentiel. Il faut le dire que le schéma séquentiel, c'est une option très safe qui permet de garder toutes les chances de curabilité chez nos patients, notamment les patients âgés. Ok, merci, professeur. Monsieur Amadou Diallo demande, professeur, sachant que le meilleur traitement reste la prévention, avez-vous des initiatives de sensibilisation à la jeunesse sur l'impact de la fumée dans les poumons, notamment dans les universités, les écoles ou tout autre endroit où on pourrait toucher la jeunesse? Bon, sincèrement, en tant que radiothérapeute, moi, j'interviens plus dans l'étape traitement, au-delà de l'étape diagnostic, plus dans l'étape traitement. Mais on a l'habitude, par exemple, dans nos services, d'organiser des workshops, des ateliers de sensibilisation contre l'arrêt du tabac. On a recours à des psychologues, des psychothérapeutes qui nous aident à sensibiliser les gens. Mais sincèrement, je crois que qu'on n'y arrive pas parce que maintenant, actuellement, je sais pas, est-ce que c'est le même constat dans vos pays, mais actuellement, on a d'autres mots qui rangent notre jeunesse plus que la cigarette. C'est d'autres types de fumée, c'est les vapes. On passe à côté des lycées, à côté des universités, on va les jeunes avec des vapes des cigarettes électriques et peut-être que ce facteur de risque, il va prédisposer à d'autres types de cancers bronchiques avec des mutations génétiques propres et on aura d'autres problèmes à gérer par la suite. Mais vraiment, je crois qu'il faut redoubler d'efforts concernant pas que le tabagisme, mais également les autres styles assez nouveaux de cigarettes électroniques et de vape, je crois. D'accord, professeur, merci. Nous avons Madame Perla qui a une deuxième question. Professeur, pour l'immunothérapie, est-ce qu'on utilise du durvalumab ou d'autres molécules en matière de séquentiel? Alors, la molécule qui a été testée en maintenance, alors, il faut juste rappeler que les patients qui sont éligibles à cette maintenance par durvalumab, par cette immunothérapie, c'est des patients qui ont terminé leur RCC à moins de 42 jours de la fin. On refait un bilan d'évaluation. On doit étiqueter cet aspect absence de progression. Et puis, on commence le Durva. C'est chaque mois pendant 12 mois. Alors, d'autres molécules, est-ce qu'ils ont été également essayés comme maintenance? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que l'essai pacifique, c'est le premier essai. Je crois que c'est le seul essai peut-être randomisé de phase 3 qui a testé cette approche. Et je crois que l'ajout de Durva en maintenance, ça, c'est une grande avancée. Alors, je voudrais noter aussi que également nous avons grâce au NGS, au séquençage génomique, on peut trouver plusieurs types de cancers bronchiques, notamment en retrouvant, en localisant certaines mutations comme le GFR. Nous avons l'étude LAURA, alors l'étude LAURA, qui a essayé de tester
l'osimertinib, qui est un anti-EGFR chez la sous-population de cancer bronchique localement avancé traité par RCC et qui vont recevoir de l'osimertinib en adjuvant. Alors, l'osimertinib, c'est juste des comprimés, c'est une thérapie ciblée, c'est juste des comprimés qui vont cibler la cellule tumorale et les résultats sont très intéressants. Ça sera bientôt un standard qui va concerner cette population de patients avec un cancer bronchique UGFR muté localement avancé traité préalablement par RCC. D'accord, professeur. Professeur Reda dit le durvalumab est devenu un standard thérapeutique en entretien après RCC en adjuvant, puisqu'il améliore la SG et la SSP. Pensez-vous qu'il y a une alternative à ce traitement devant une contre-indication à l'immunothérapie? Alors le durvalumab, alors à part le fait de parler de contre-indication, je voudrais un peu parler d'accessibilité au traitement. Alors surtout dans nos pays, c'est pas accessible, c'est pas un traitement accessible, c'est un traitement qui coûte très cher. Alors les organismes de mutuelles et les organismes assureurs ne peuvent pas se permettre de procurer ce type de traitement aux adhérents. Alors nous, par exemple, pour essayer un peu, bon, c'est pas vraiment l'approche idéale, mais on essaie de contextualiser nos pratiques par rapport à nos contextes socio-économiques. Mais je crois, nous, ce qu'on essaie, c'est que en fonction de l'état général du patient, on va proposer, par exemple, si on fait une RCC à base de paclicarbo hebdomadaire, on essaie de faire, si l'état général, bien sûr, le permet à la fin de la RCC, de faire 2 cycles de carboplatine. Alors, en dehors de ça, je crois pas qu'il y ait une alternative. Alors, bien entendu, c'est la même chose si on parle de contre-indication. Par exemple, un patient qui a une maladie auto-immune et chez lequel on va contre-indiquer une immunothérapie, peut-être qu'on pourra continuer par 2 autres cycles de paclicarbo, soit en tri-weekly, soit chaque 3 semaines à dose pleine, soit hebdomadaire, continuer en hebdomadaire. Ok, merci professeur pour vos éclaircissements. Nous avons docteur Samaï qui dit, est-ce que l'escalade de dose se fait obligatoirement avec une technique d'asservissement respiratoire et quelle est la technique la plus convenable? Alors, alors en principe, alors théoriquement, alors lorsqu'on a irradié un cancer du poumon, on doit utiliser une technique d'asservissement respiratoire, alors particulièrement par rapport aux tumeurs basses situées dans les lobes inférieurs, où vraiment l'amplitude du mouvement dans le sens crânio-caudal est très importante, ça peut facilement dépasser les 3 centimètres. Alors l'asservissement respiratoire, c'est intéressant. Je crois à chaque fois que nous avons un scanner 4D chez nous dans notre plateau technique, faut pas hésiter à l'utiliser. C'est vrai que peut-être c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant en termes de temps, mais il faut le faire. Alors, ça concerne pas que l'escalade de dose, ça concerne même traiter à des doses standards 60-66 grammes. Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que si on opte pour une escalade de dose guidée par une TEP, je crois que encore plus l'asservissement respiratoire il s'impose. Ok, merci professeur. Et quelle est la place de l'hypofractionnement dans les cancers bronchiques stade 3? Alors oui, ça a été assez évalué en littérature. L'hypofractionnement, mais même l'hyperfractionnement, c'est-à-dire faire plusieurs séances de radiothérapie, des fois 2 séances dans le même jour. Alors l'hypofractionnement c'est une décision qui va se discuter en RCP.
également chez cette sous-population de patients fragiles, fatigués un peu, chez qui il y aura une contrainte assez logistique à venir régulièrement chaque séance de radiothérapie pendant 6 semaines, 6 à 7 semaines. Peut-être qu'on pourra envisager l'hypofractionnement. En pratique clinique, j'ai beaucoup de patients que j'ai traités par radiothérapie hypofractionnée. Alors, le plus important, c'est essayer de convertir en BED, dose biologique équivalente, ou en équivalent de dose de degrés, aussi bien en ce qui concerne la tumeur délivrée au niveau des organes, du volume cible, ou au niveau des organes à risque. C'est très important de faire à chaque fois cette conversion. Et sachez que ça reste euh, si on respecte bien ces équivalences entre normofraction et hypofraction. Ok, merci, professeur. Je ne sais pas si docteur Samaï a eu satisfaction. Il peut bien prendre la parole, se présenter. Bonjour, docteur Samaï. Je ne sais pas si vous êtes là. Ok, ok. En entendant, et nous avons d'autres préoccupations dans la discussion, professeur. Pour les tumeurs, pour les tumeurs centrales, est-ce qu'il y a une option pour une irradiation en deux phases? Alors oui, ça c'est une excellente question, très pertinente, très pratique. Alors, des fois, nous avons de larges tumeurs avec un envahissement médiastinal assez important. Des fois, peut-être qu'en RCP, on va opter pour une chimiothérapie d'induction pour essayer un peu de réduire le volume tumoral, mais des fois, on n'en arrive pas. Alors, faire ça en plusieurs phases, ne serait-ce que 2 phases, c'est intéressant parce que réduire le volume médiastinal va permettre de réduire le volume de l'œsophage irradié et va permettre d'améliorer considérablement le profil de tolérance et notamment le risque d'œsophagite sévère. Mais ça, c'est très intéressant. Certes, c'est laborieux de faire ça en pratique courante. Ça demande du temps, surtout si la déferlance de patients est importante dans le centre, mais je crois que c'est très pratique et ça permet de vraiment adapter. Je crois que ce qui est adaptatif, c'est vrai que c'est contraignant, que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes de dose, c'est contraignant, mais ça apporte un réel bénéfice en termes, ne serait-ce qu'en termes de toxicité au mal. Ok, merci, professeur, pour tous vos éclaircissements. Nous n'avons plus de questions dans la discussion ni de main levée. Et je pense que pour les différentes questions posées, toutes, euh, oui, nous avons eu des satisfactions. Nous avons professeur Reda qui vous remercie pour d'abord votre réponse. Et nous avons d'autres préoccupations de monsieur Abdoulaye Maïga. Bonjour professeur, je voudrais demander si le cancer bronchique à un état avancé peut totalement guérir avec la chimiothérapie. Bon, alors guérir, c'est pas un terme que nous, thérapeutes, on utilise. Peut-être que la question, est-ce qu'on peut avoir des rémissions longuement durables dans le temps? Alors, un stade 3, vous avez vu bien, je l'ai bien mentionné tout à l'heure dans la première diapositive. Donc, le stade 3A, c'est une survie à 5 ans de l'ordre de 39%. Donc, c'est-à-dire sur 100 patients, on en a quand même 60% qui vont décéder à 5 ans s'ils sont à stade 3A. Alors, pour le stade 3C, ça diminue à 13%. Ça veut dire que c'est sur 100 patients,
on n'en aura que 13 qui continueront à survivre et peut-être que tout au long de ces 5 ans, peut-être que la maladie va revenir, va récidiver. Bon, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se produire. Alors, c'est certes le stade 3, et c'est assez courant en pratique, donc c'est très fréquent. Euh, on essaie de le traiter, on essaie de proposer un traitement multimodal. Moi, je dis que la science avance petit à petit. Alors, comme je l'avais dit, on était parti depuis les années 60 avec un traitement par radiothérapie seul pour ces stades localement avancés. On a commencé à intégrer la chimiothérapie, d'abord en séquentiel, puis en concomitant, avec un peu de consolidation. Alors, l'avancée majeure, c'est l'immunothérapie en maintenance. On essaie de tester l'escalade de dose, d'améliorer une technique d'irradiation. Bon, je crois que la science avance petit à petit. Alors actuellement, sincèrement, peut-être, je pratique la radiothérapie depuis environ 14 ans, 15 ans. Alors, ce que j'ai constaté que peut-être, on réussit plus à traiter, à guérir ce genre de patients avec un cancer bronchique localement avancé. On a de bonnes rémissions durables dans le temps. On a des patients qu'on continue à avoir au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors qu'autrefois, peut-être qu'en 2008, en 2009, bon, c'est des patients qu'on voyait pas en contrôle après la première année. Je crois que la science, elle avance petit à petit et, et on essaie au maximum de faire de notre bien de notre mieux, pardon, pour obtenir ces rémissions durables dans le temps. D'accord, merci professeur pour votre réponse. Nous avons docteur Samaï qui demande, euh, professeur, pour les tumeurs, par rapport à sa question pour les tumeurs centrales, est-ce qu'il y a une option pour une irradiation en deux phases? Il demande votre avis pour les deux phases, les doses et l'étalement. Euh, alors, je crois qu'une dose intérimaire, donc à 40 degrés, c'est elle qui va permettre un maximum de réduction tumorale. Je crois à 40 degrés, nous sommes à 20 séances de radiothérapie, il en reste 10. Et ces 10, peut-être que c'est elles qui vont vraiment conditionner la survenue de toxicité. Moi, je crois que 40 degrés, ça reste un cut-off très raisonnable, à la fois parce que il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une certaine durée de traitement, je crois 4 semaines, c'est ni moins ni trop. Évaluer à 4 semaines, refaire le scanner dosimétrique et puis continuer sur le volume qui a été réduit. Alors d'ailleurs, la désescalade en volume, c'est vraiment un chantier qui commence à être vu partout en radiothérapie oncologique, au niveau des tumeurs ORL, au niveau du sein également, mais également au niveau du poumon. Et je crois que 40 degrés, c'est une bonne dose pour pouvoir évaluer, pour également discuter cette étape intérimaire qui va permettre une escalade de dose. Alors, la question par rapport à l'étalement, je crois qu'il faut essayer au maximum, mais même si on va évaluer, il faut essayer le maximum de garder le même étalement. Ça, c'est capital, peut-être un peu retardé d'une journée, 2 journées, mais je crois que l'étalement, c'est un élément clé pour le contrôle tumoral. Ok, merci professeur pour votre réponse. Et Madame Perla vous remercie également parce qu'elle a eu satisfaction suite à sa réponse. Merci beaucoup. Euh, Nous n'avons plus de questions dans la discussion ni de mails levés. J'en profite pour insérer brièvement la procédure d'obtention de l'attestation. Alors, il vous suffira de vous connecter à la plateforme Prema Learning, Learning comme apprentissage en anglais. Et une fois connecté, veuillez saisir la thématique du jour qui est cancer bronchique localement avancé, quand et comment intégrer la radiothérapie dans la barre de recherche.
Vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire ainsi qu'au support du cours que vous pourrez télécharger. Il vous sera ensuite demandé de répondre à un questionnaire et l'attestation vous sera délivrée si vous obtenez un score d'au moins 60% de bonnes réponses. Dès que toutes les conditions seront remplies, vous pourrez télécharger votre attestation directement depuis la plateforme. Je tiens à vous rappeler également que l'équipe REMA reste joignable au numéro suivant, le plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Professeur, s'il vous plaît, d'après vous, quel serait le point clé à retenir aujourd'hui? Alors, le point clé à retenir aujourd'hui, c'est que d'abord, on revient sur la prévention, ça c'est important. Faut essayer de capitaliser sur nos familles, je crois. Avant même que ça soit dans un cadre officiel ou hospitalier. Faut essayer de capitaliser cette prévention dans nos familles, avec nos enfants, avec nos proches, avec nos étudiants, avec les gens qu'on connaît chaque jour. Et puis, bien sûr, à une grande échelle, il faut essayer de vraiment mener des programmes qui sont intéressants. Alors, que je voulais juste le souligner que c'est vrai que le tabagisme, c'est un facteur de risque prépondérant dans la survenue du cancer bronchique, mais actuellement, on voit souvent de femmes non tabagiques et avec un cancer de poumon. Donc, même sur le plan histopathologique, ça commence à changer. Mais ne serait-ce, c'est pas une raison pour ne pas encourager nos jeunes à arrêter ou à ne pas fumer. Alors, sinon, le point capital, c'est que un stade localement avancé, et ça quelque chose que les oncologues et radiothérapeutes recevront souvent en pratique clinique, que les stades localement avancés doivent être toujours discutés dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où il y aura le chirurgien thoracique, il y aura le radiothérapeute, l'oncologue, l'anatomopathologiste, le pneumologue, pour décider du meilleur traitement multimodal, bien sûr. Ce traitement multimodal, il est axé principalement sur la radiothérapie, mais il y a beaucoup d'autres aspects autour, à savoir la chimiothérapie, protocole de chimiothérapie, la dose, la technicité, qui vont essayer d'optimiser au maximum cette délivrance de la radiothérapie pour de meilleurs résultats oncologiques et surtout avec un profil de tolérance très acceptable parce que final, c'est pas que la survie qui compte, mais également la qualité de vie avec laquelle on va survivre. Je crois que je termine sur cette note et je tiens à vous remercier pour votre invitation et remercier toute l'audience pour leur réactivité, leur interaction avec le sujet. Merci encore. Je souhaite une fois encore vous exprimer également gratitude, professeur, pour la richesse de vos partages de connaissances et tous ces éclaircissements. Je vous remercie également chaleureusement, chers collègues et participants, pour votre attention, votre implication et votre participation active tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente suite dans vos activités et je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre prochain webinaire prévu pour le samedi 22 novembre 2025 à 9h GMT autour d'un sujet tout aussi important, les infections néonatales. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vous êtes votre bien le plus précieux. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très excellent week-end. Merci. Merci.